Bonjour tout le monde. Je pense que les organisateurs ont quelques soucis techniques. Donc nous allons devoir commencer parce que ça fait une trentaine de minutes. S'il y a un souci particulier, vous pouvez m'appeler directement sur mon portable, éventuellement, s'il y a un impair dans la communication. Vous pouvez m'appeler directement sur mon portable pour ceux qui ont mon numéro. Donc, on m'a demandé de parler du diagnostic et de la prise en charge des épilepsies du nourrisson. Oui, professeur, vous m'entendez? Maintenant? Oui, professeur, vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. Oui, bonsoir, professeur. Désolé Non, c'est pas pour les grave. soucis techniques. Non, c'est indépendant de votre volonté, il n'y a pas de souci. Exactement, mais là, ça y est. C'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers participants. Nous remercions beaucoup notre maître professeur Moustapha Ndiaye, qui est neuropédiatre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec qui nous avons appris la neurologie à Dakar quand nous étions DS. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de le retrouver aujourd'hui sur un thème aussi important, les épilepsies, et notamment chez les nourrissons. Et nous le remercions encore d'avoir accepté spontanément d'animer et volontiers vraiment cette conférence en ligne. Alors, vu le retard qu'on a accusé, nous allons démarrer très rapidement. On va laisser la parole au professeur. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser donc dans le chat et à la fin, le professeur va répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup, professeur, et vous avez la parole. Merci Soumaïla, merci à tous les participants. Je disais donc qu'on m'a demandé de parler de l'épilepsie du nourrisson, c'est-à-dire de l'épilepsie qui survient sur un cerveau en développement. Puisqu'on est en pédiatrie, et en pédiatrie, on a l'habitude de segmenter les âges du nouveau-né à l'adolescent. Et lorsqu'on parle du nourrisson, c'est dans la fourchette de 1 mois à 36 mois. Mais il est difficile de parler de l'épilepsie du nourrisson sans pour autant dire un mot sur les épilepsies du nouveau-né. Parce que dans beaucoup de cas, ça démarre en période néonatale. Et la manifestation épileptique se poursuit chez le nourrisson. Donc il est important de dire ne serait-ce qu'un mot sur le nourrisson, sur le nouveau-né. Parce qu'on le sait, le cerveau du nouveau-né a une très grande susceptibilité aux crises épileptiques. Et si un certain nombre d'entités sont reconnues à cet âge, il faut savoir que schématiquement, il y a des épilepsies dites bénignes, entre guillemets, mais dans la plupart des cas, lorsqu'une crise d'épilepsie, lorsqu'une épilepsie commence chez le nouveau-né, dans la plupart des cas, je disais donc, il s'agit d'une épilepsie gravissime, avec un retentissement sur le développement psychomoteur de l'enfant. Et ça se poursuit généralement dans les mois qui viennent, dans les mois qui suivent, c'est-à-dire chez le nourrisson. Et parmi ces épilepsies sévères du nouveau-né, qui souvent se poursuivent chez le nourrisson, il y a les épilepsies dites avec suppression burst, qui sont les plus connues parce que ce sont des entités emblématiques, mais également d'autres épilepsies néonatales sévères pour lesquelles il n'y a pas de suppression burst. Parce qu'on parle, quand on parle de suppression burst, l'élément commun, disons, c'est le tracé EEG. C'est le tracé EEG avec des bouffées et des aplatissements qui permet de dire que c'est un tracé de suppression burst. Donc, à cet âge, notamment chez le nouveau-né, il y a les épilepsies avec suppression burst qui sont gravissimes, qui sont pharmacorésistantes et qui souvent se poursuivent chez le nourrisson.
et d'autres épilepsies tout aussi graves, mais pour lesquelles il n'y a pas le pattern EEG et chez lesquelles, par exemple, des anomalies génétiques ont été identifiées. Pour ce qui est des épilepsies avec suppression burst, dont je disais que ça se poursuit généralement chez le nourrisson et se transforme, il faut savoir qu'il y a deux grands types. Les encéphalopathies myocloniques précoces du nouveau-né et le syndrome d'Ohtara. Ce qu'ils ont en commun est beaucoup plus important que ce qui les différencie. Dans l'encéphalopathie myoclonique précoce, le type de crise dominant est une myoclonie, ce sont des myoclonies massives erratiques, alors que dans le syndrome d'Ohtara, le type de crise dominant est un spasme. Ce sont des spasmes toniques qui sont faits. Donc, il y a un élément, le type de crise, qui fondamentalement les différencie. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que dans l'un comme dans l'autre cas, l'examen neurologique est anormal. Dans l'un comme dans l'autre cas, on a un tracé dit de suppression, c'est-à-dire c'est le même pattern EEG. Dans l'un comme dans l'autre cas, il y a une pharmacorésistance. Finalement, on se pose même la question de savoir, est-ce que ce n'est pas le même syndrome épileptique avec des variantes à l'intérieur? Parce que ce qu'ils ont en commun, encore une fois, est beaucoup plus important que ce qui les sépare. Et cette épilepsie avec suppression burst se poursuit généralement chez le nourrisson parce que ce sont des épilepsies pharmacorésistantes et se transforme en certains types d'épilepsie, que ce soit un syndrome de West ou bien des encéphalopathies du nourrisson gravissimes sur lesquelles vous reviendrez. Cette entrée en matière me permet d'entrer de plein pied dans le sujet qui m'est imparti, c'est-à-dire les épilepsies du nourrisson. Mon propos ne sera pas de parler de tous les syndromes épileptiques, parce qu'en pédiatrie, nous avons l'habitude, autant que possible, de caractériser le syndrome épileptique chez l'enfant. Une chose pour un nourrisson est de faire une crise, et cela est important. Le praticien se doit de se donner les moyens de caractériser autant que possible le type de crise, de caractériser autant que possible l'horaire de survenue, les caractéristiques sémiologiques, la durée, etc. etc. Tout élément qui sont importants dans l'approche analytique. En dehors du ou des types de crise, le praticien a besoin de savoir si l'examen neurologique est normal ou anormal. Et enfin, le troisième élément important dans la définition du syndrome épileptique, c'est le pattern EEG. Donc, autant que possible, en pédiatrie, particulièrement chez le nourrisson, chaque fois que vous recevez en consultation une maman avec son enfant, parce que cet enfant fait une ou des crises, il faudra vous donner les moyens de déterminer les caractéristiques sémiologiques du type ou des types de crise, de déterminer si l'examen neurologique est normal ou pas, et enfin de faire un EEG, le plus souvent un EEG de veille et de sommeil, pour identifier un pattern électroencéphalique particulier qui permettra, par exemple, réunis avec les éléments cliniques, de dire que tels sont. Donc, je disais que mon propos ne sera pas de parler de tous les syndromes épileptiques du nourrisson, parce que cela n'a pas de sens, parce que cela peut être fastidieux, mais peut-être d'insister sur les syndromes les plus emblématiques. Emblématiques parce que soit ils posent des problèmes thérapeutiques, des problèmes diagnostiques ou même des problèmes pronostiques. Et parmi ces syndromes, nous verrons le syndrome de West, les épilepsies myocloniques, les épilepsies avec crise partielle grande, qui sont, à mon sens, les syndromes épileptiques les plus importants en termes de fréquence.
en pédiatrie et qui posent parfois des soucis thérapeutiques particuliers. Vous le savez tous, sans doute, chez l'adulte, on est moins regardant. La personne vient faire des crises, on choisit, souvent l'interrogatoire est sommaire. Est-ce que c'est une crise généralisée ou bien est-ce que c'est une crise focale, ce qui est le plus souvent le cas. On choisit un médicament qu'on prescrit. Ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on change de molécule. Or, en pédiatrie, c'est fondamentalement différent. Parce qu'on se rendra compte que la sémiologie électroclinique doit être la plus précise possible pour éviter que la prescription d'un médicament antiépileptique en aggrave l'état de l'enfant. C'est pourquoi il est important. Donc, ce sont ces syndromes sur lesquels nous insisterons. Mais je commencerai par les convulsions fébriles. Non pas que c'est une épilepsie, mais surtout parce qu'en pratique pédiatrique, c'est vraiment la pathologie que l'on rencontre le plus couramment. Même si ce n'est pas fondamentalement de l'épilepsie, sa parenté avec l'épilepsie fait que, par exemple, on est obligé de parler de cette affection. Il ne peut pas y avoir une garde de pédiatrie, il ne peut pas y avoir une consultation de pédiatrie sans qu'on ait un nourrisson qui vienne pour les convulsions fébriles. Et donc, les convulsions fébriles se définissent comme des convulsions liées à la fièvre, sans qu'il y ait infection ou infestation du cerveau. J'insiste bien sur le terme. Le nourrisson fait des convulsions sans qu'il y ait une quelconque atteinte du cerveau. Ni infection, ni infestation. Ce n'est ni une méningite, ni une collection supérieure, ni une thrombophélie septique, ni une infestation parasitaire ou mycosique. C'est comme ça que nous définissons le syndrome des convulsions fébriles. Je disais tantôt que c'est la première urgence neurologique en pédiatrie. Et chez nous, particulièrement, quand je parle de chez nous, je parle de l'Afrique subsaharienne. La plupart des convulsions fébriles sont liées à des infections ORL ou à des accès palus. J'ai dit bien accès palus. Parce que quand un nourrisson a un neuropaludisme, on ne parle plus de convulsion fébrile. Parce que j'ai dit que, par définition, le terme de convulsion fébrile veut dire qu'il n'y a ni infection, ni infestation du cerveau. Certaines convulsions fébriles, heureusement que ce n'est pas fréquent, peuvent avoir une évolution délétère et entraîner chez l'adulte une sclérose, une épilepsie temporale relativement sévère en rapport avec une sclérose mésotemporale. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Et pour ces convulsions fébriles, beaucoup d'hypothèses ont été avancées. Ce qui est certain et indéniable, c'est qu'il y a une prédisposition génétique évidente. Toutes les autres hypothèses peuvent être relativisées parce qu'il n'y a pas de preuve formelle qui en atteste. Mais la prédisposition génétique, elle est formelle, elle est évidente et il y a des gènes qui ont été identifiés et qui continuent d'être identifiés. Le plus souvent, quand un enfant fait des convulsions fébriles, quand on se donne le moyen d'interroger la famille, on trouve que chez les ascendants, directs ou indirects, il y a eu des convulsions fébriles. Mais sachez que parfois, la transmission peut être polygène. Donc, les facteurs de risque identifiés dans les convulsions fébriles, je l'ai dit, c'est des facteurs génétiques qui sont indéniables. À côté de ces facteurs, des déficits nutritionnels ou bien des réactions immunoallergiques ont été inclus. Je commencerai par les facteurs génétiques pour répéter simplement
que des gènes ont été identifiés à ce sujet depuis très longtemps. Comme les anomalies génétiques. C'est la seule certitude actuellement au sujet des convulsions fébriles. Ces anomalies portent dans quelques cas sur les canaux sodiques ou bien sur les récepteurs GABA. Et il y a une très grande hétérogénéité à ce sujet. Sans doute, dans les années à venir, des mutations seront de plus en plus identifiées. À côté de ces facteurs génétiques dont je disais tantôt, qui sont indéniables, que c'est la seule certitude en la circonstance, d'autres facteurs ont été incriminés, en particulier des facteurs nutritionnels. On a parlé de déficits en micronutriments, divers micronutriments, le fer, le zinc, le sel. Dans tous ces cas, des articles ont été faits pour en attester, mais ça reste encore limité en termes d'évidence scientifique. C'est la même chose pour les facteurs immunologiques. Des interleukines ont été associés à une susceptibilité accrue aux convulsions fébriles, et cela par des études de corps parfois. Mais encore une fois, il faut être relativement prudent parce que d'autres études ne l'ont pas prouvé. En tout état de cause, les convulsions fébriles, il est important de les distinguer en convulsions fébriles simples. Ce sont des convulsions qui le plus souvent durent quelques secondes à une minute et qui ne portent pas à conséquence. C'est souvent des convulsions généralisées, brèves et sérieuses. Ces convulsions fébriles simples doivent être distinguées des convulsions fébriles complexes. C'est-à-dire, par définition, ce sont des convulsions fébriles qui durent et qui le plus souvent sont focales. C'est un nourrisson qui habite dans la banlieue de Dakar qui fait ces convulsions fébriles, ces convulsions dans un contexte de fièvre. Les parents prennent un taxi pour l'amener à Albert Royer. Avec les embouteillages de Dakar, à l'arrivée, l'enfant continue de convulser. Pour faire simple, vous imaginez le parcours entre la banlieue de Dakar et l'hôpital Albert Royer, ça fait forcément plus de 15 minutes. Donc, chaque fois que des crises généralisées fébriles durent plus de 15 minutes, il faut être extrêmement prudent, surtout si ces crises sont focales, et avoir à l'esprit qu'il peut y avoir une évolution de l'être. Donc, voici un peu les caractéristiques schématisées de ces convulsions. On les distingue convulsions fébriles simples et convulsions fébriles complexes. Nous y reviendrons parce que pour les convulsions fébriles simples, le principal challenge, c'est de rassurer les parents qu'il n'y a pas de traitement à insurer. Par contre, pour les convulsions fébriles complexes, on peut être plus circonspect et être amené dans cette situation à prescrire un traitement antiépileptique. Bien entendu, des études ont montré qu'il y a des facteurs de risque de récurrence chez l'homme, notamment le jeune âge, au moins une histoire familiale, tu vois, et une température faible, par exemple, pour favoriser. En tout état de cause, devant une convulsion fébrile, il n'y a pas d'examen recommandé. Vous n'avez besoin ni d'une imagerie, ni d'une ponction. Cependant, au nom du principe de précaution, on peut comprendre qu'un jeune médecin sans expérience, devant un enfant qui fait des convulsions dans un contexte de fièvre, fasse une ponction lombaire pour éliminer formellement une méningite. Mais le médecin expérimenté qui a l'habitude de voir des enfants qui convulsionnent n'a souvent pas besoin de pousser des investigations. C'est d'autant plus inconvenant que parfois on est embêté, vous m'excusez l'expression,
il est courant que dans une convulsion fébrile, les médecins, les pédiatres demandent un EG par exemple. Et l'EG peut revenir avec quelques anomalies. Cela rend difficile, euh, l'idée pour les parents d'accepter qu'il n'y a pas grand-chose. D'autant plus que la radio a compris que c'est quelque chose. C'est pourquoi je dis souvent, devant une convulsion fébrile, ni EG, ni imagerie cérébrale, ni biologie. Okay? Mais encore une fois, au nom du principe de précaution, si vous avez le moindre doute quant à la possibilité d'une infection du système nerveux central, notamment d'une méningite, faites une ponction lombaire. Toutes ces investigations, je l'ai dit, ne sont pas là. Il a de même des traitements. Une convulsion fébrile ne doit pas être traitée s'il s'agit d'une convulsion fébrile simple. Il faut rassurer les gens. Mais le challenge, la grande difficulté, c'est justement d'arriver à convaincre les parents que malgré le caractère spectaculaire des convulsions, il n'y a pas de lieu de prescrire le médicament. Et souvent, il nous arrive que les parents nous occupent respectueusement et après aillent voir un médecin, un autre médecin qui va leur prescrire le médicament. La plupart d'entre vous sont des neurologues ou des pédiatres. Vous savez pertinemment que les médicaments antiépileptiques, quels qu'ils soient, ne sont pas innocents. Ils impactent tous à des degrés divers sur les fonctions cognitives, etc. d'un enfant. Donc, avant de le prescrire, vraiment, il faut qu'il y ait une pertinence et une certitude. Chez un enfant qui fait une convulsion fébrile, vous lui donnez un médicament antiépileptique qui va impacter d'une certaine manière sur ses fonctions cognitives et comportementales, sans pour autant prévenir la survenue ultérieure des convulsions fébriles. Donc, il faudra trouver des ressources pour convaincre les parents qu'il n'y a pas de pertinence à instaurer un traitement antiépileptique chez un enfant qui fait des convulsions fébriles, particulièrement s'il s'agit de convulsions fébriles simples. Par contre, s'il s'agit de convulsions fébriles compliquées, c'est-à-dire c'est un état de mal convulsif fébrile, c'est un nourrisson qui fait des crises de pulsion focale, lesquelles crises durent plus de 15 minutes. Là, attention, ça peut être le premier signe, les premières manifestations d'une épilepsie gravissime que nous verrons ultérieurement, notamment le syndrome de Dravet. Il faut être beaucoup plus circonspect et il est parfaitement légitime dans ce cas d'instaurer un traitement antiépileptique. Dans le cas de convulsions fébriles complexes, d'état de mal convulsif fébrile, oui, il faut instaurer un traitement antiépileptique. Ce qui est une minorité de cas. Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de pertinence. Parce que justement, très peu de nourrissons vont ultérieurement développer une épilepsie. Parmi ceux qui font des convulsions, très peu, moins de 5% de ces nourrissons vont développer ultérieurement une épilepsie. Devant cette réalité, est-ce qu'il est pertinent de prescrire systématiquement un traitement antiépileptique à des nourrissons qui font des convulsions, en sachant que 95% de ces nourrissons ne feront pas d'épilepsie? Pour ce que cela intéresse, je pense que c'est une étude intéressante qui a été faite par notre ami le professeur Gueffard de Yaoundé, qui a porté sur une série extrêmement importante de patients, plus de 300 enfants reçus à Yaoundé pour un tableau de convulsion fébriles. Vous y verrez les étiologies, vous y verrez les types de crises et vous y verrez également la prise en charge qui a été préconisée. Je n'y insiste pas. Certains de ces enfants qui ont fait des convulsions fébriles ou qui font des convulsions fébriles vont évoluer ultérieurement vers des crises affébriles. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Jeffs+, qui est un syndrome épileptique, disons, familial. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans une famille,
il peut y avoir la coexistence d'enfants qui, après avoir fait des convulsions fébriles, vont développer ultérieurement des crises non fébriles. Donc, ces enfants vont coexister avec d'autres personnes, jeunes ou moins jeunes adultes, qui vont développer d'autres formes d'épilepsie. Ça peut être des épilepsies généralisées ou bien des épilepsies focales. Tout cela fait ce qu'on appelle le syndrome de GEPS+. Génétique épilepsie fébrile sizer plus. En fait, c'est une entité plus familiale, je dirais. Grande famille où coexistent des convulsions fébriles à côté de véritables épilepsies. J'ai le souvenir d'un enfant que j'avais reçu il y a longtemps en neurologie. Cet enfant était venu pour convulsions fébriles. C'était le dernier d'une fratrie de 4 enfants. Ils avaient tous fait les convulsions fébriles. Et en dehors des convulsions fébriles, après l'âge de 5 ans, plus aucun de ces enfants n'a convulsé. Mais la maman de ces enfants appartenait elle-même à une fratrie de 11 personnes. Et parmi ces 11 personnes, quasiment tous ont fait des convulsions fébriles. Et il y avait 5 personnes qui étaient des adultes, qui avaient une épilepsie particulière. Les uns des épilepsies focales, les autres des épilepsies généralisées. Et le lien commun, effectivement, c'est une affection génétique, c'est en particulier une anomalie au niveau du cordon sodique. Parce que justement, comme je l'ai dit, c'est des épilepsies relativement sévères. Vous voyez, par exemple, les crises fébriles, chez certains enfants, sinon tous, pour coexister avec d'autres personnes dans la famille qui font divers types d'épilepsie. Là également, un certain nombre de gènes ont été identifiés et vérifiés. Et vous voyez, tous ces gènes sont connus. C'est pourquoi je disais que la seule certitude concernant les convulsions fébriles et les gestes plus qui est apparenté aux convulsions fébriles, c'est qu'il y a une prédisposition génétique évidente. En résumé, les convulsions fébriles, ce n'est pas de l'épilepsie. Moins de 5% de ces nourrissons vont développer ultérieurement une épilepsie. Il n'y a pas de pertinence à faire des investigations en termes d'imagerie et de fonction nombrale, sauf si on en doute, si on n'est pas certain, on peut légitimement comprendre qu'on fasse une fonction nombrale pour éliminer une méningite. Et il n'y a pas de traitement, en tout cas dans la grande majorité des cas, pour tous ces nourrissons qui font des convulsions fébriles simples. Il suffit simplement de convaincre les parents en leur disant qu'ils vont continuer à faire des convulsions fébriles, mais généralement ça disparaît autour de 5-6 ans. Et chaque fois que cet enfant fait des convulsions fébriles, il faut encore une fièvre, il faut l'amener chez son pédiatre pour que ce pédiatre identifie pourquoi cet enfant fait une fièvre et fasse un traitement approprié en plus du traitement antipériodique. Mais il n'y a pas encore une fois le traitement antipériodique. Je suis. L'un des syndromes épileptiques les plus emblématiques en pédiatrie, c'est le syndrome d'OS. C'est une encéphalopathie épileptique du nourrisson. Et c'est le syndrome que peut-être tous les pédiatres connaissent, que les neurologues connaissent moins, qui a la particularité d'être vraiment très simple. En résumé, puisqu'il s'agit d'une théâtre symptomatique, c'est les spasmes épileptiques. C'est une anomalie du développement psychomoteur. C'est enfin un pattern EEG dit ipse-arythmie. Il n'y a pas de syndrome de West sans spasme épileptique. Il n'y a pas de syndrome de West sans ipse-arythmie. Cela me paraît fondamental à suivre. Donc, c'est une triade
Et deux de ces éléments de ce théâtre sont essentiels. Les spasmes épileptiques qui peuvent se faire en flexion ou en extension et un pattern particulier qu'on appelle ipse arythmique, qui veut simplement dire qu'on a un tracé qui est anarchique, qui est désordonné, qui est désynchronisé, qui ne ressemble. Et les spasmes épileptiques dont j'ai parlé tout à l'heure sont des spasmes le plus souvent en flexion, mais ça peut se faire en extension. Et dans beaucoup de cas, ces spasmes épileptiques sont précédés, je dis bien précédés ou suivis par des crises focales. C'est pourquoi je me suis permis, à l'entame de mon propos, de commencer par les convulsions du nouveau-né. Parce que justement, certaines épilepsies qui commencent en période néonatale vont évoluer vers un syndrome de West. C'est le cas de toutes les encéphalopathies épileptiques sévères, que ce soit le syndrome d'Ohtara ou bien l'épilepsie myoclonique précoce, ça peut évoluer vers un syndrome de West, particulièrement le syndrome d'Ohtara. Crise focale peut précéder ou suivre les spasmes, mais il n'y a pas de syndrome de West sans spasme. Et je voudrais bien vous montrer cette vidéo. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Malheureusement, je n'ai pas de retour. Oui, professeur, la vidéo est bien visible. D'accord. Donc, vous voyez, c'est des spasmes en flexion. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ces spasmes sont pris pour des coliques intestinales, ce qui retarde considérablement le moment du diagnostic. Et on sait que la répétition de ces crises est délétère pour le cerveau, va entraîner vraiment une dégradation cognitive et comportementale chez ces enfants. Vous voyez, c'est vraiment, et c'est des spasmes très sévères. Ça survient souvent en spasme, le plus souvent au réveil, mais ça peut arriver également pendant le sommeil. Et ces spasmes épileptiques surviennent en salle. C'est vraiment une chose à retenir. C'est malheureusement confondu très souvent par nos amis pédiatres à des coliques intestinales. D'autres clichés? Vous me direz toujours si les vidéos ne sont pas visibles. Soumaïla, est-ce que vous voyez la vidéo? La vidéo est bien visible, oui. Merci. Bon, là, c'est la position de l'enfant qui altère un peu la qualité de l'image. Mais c'est un enfant qui fait des spasmes également en flexion. Et le jeu dont je parlais tout à l'heure est un jeu qui est vraiment catastrophique. C'est un jeu qui est désorganisé. Il n'y a pas de rythme de base. Le rythme de base, tout au moins, est perturbé. Et vous avez, sur un même tracé, la juxtaposition d'anomalies focales et d'anomalies généralisées. Souvent, les figures physiologiques du sommeil sont absentes. Ça, c'est un tracé qui est emprunté. Mais vous voyez, par exemple, un tracé qui a été fait chez nous. Vous voyez, vraiment, c'est un tracé globalement désorganisé, avec un rythme qui est monomorphe, des bouffées de temps en temps,
Et lorsque l'enfant dort, ça c'est un tracé de veille, et lorsque l'enfant dort, vous voyez la fragmentation possible. C'est vraiment le tableau typique, le pattern typique EEG qu'on appelle IPS-I. Il n'y a pas de syndrome de West sans IPS-I. Il n'y a pas de syndrome de West sans spasme épileptique. Et les causes sont nombreuses. Le plus souvent, c'est des causes structurales et métaboliques. Ce qu'on appelait antérieurement, dans une autre classification, les épilepsies non idiopathiques. On sait qu'il y a des anomalies suivantes. En tout cas, chez nous, de ce que j'en sais, encore une fois, on parle de l'Afrique sous-Sahara, de ce qu'on en sait, les anomalies de la graisse et de l'accouchement, que ce soit l'asphyxie périnatale, que ce soit les malformations, que ce soit les embryophotopathie avec leurs conséquences en termes de lésions cérébrales, sont les causes les plus fréquentes de syndrome de West. Les facteurs idiopathiques. Il y a des causes génétiques. Et chaque fois qu'on a un syndrome de West, sans anomalie neuroradiologique associée, il faut penser à la possibilité d'une cause génétique et se donner peut-être le moyen d'identifier ces causes. Enfin, il y en a pour lesquels on n'a pas. Sur le plan thérapeutique, s'il y a une chose à retenir, d'abord, c'est que pour l'essentiel, les antiépileptiques ne marchent pas dans le syndrome de West. La plupart des antiépileptiques que nous utilisons, que nous connaissons et utilisons, ne marchent pas dans le syndrome de West. Ou en tout cas sont très peu efficaces. Le traitement de base du syndrome de West repose sur l'hormonothérapie. C'est vraiment le traitement de première intention. Que ce soit avec la CTH ou les corticoïdes par voie orale. Le vigabatrin, qui est commercialisé dans l'espace francophone sous le nom de Sabril, peut être utilisé dans le syndrome de et est utilisé dans certaines situations. Enfin, il peut y arriver parce que vous n'avez pas les moyens hormonaux, vous n'avez pas accès au vigabatrin, que vous fassiez une association valproate de sodium, benzoïde à forte dose pour traiter ce syndrome. Je disais que vraiment, le traitement de base, c'est l'hormonothérapie. Pendant longtemps, en particulier en Amérique du Nord, c'était la CTH. Mais son coût excessif. Et le fait qu'il soit administré en intramusculaire a poussé à faire d'autres recherches pour accéder à des moyens moins chers et plus faciles. C'est en particulier la découverte des corticoïdes par voie orale. Donc, pour revenir au traitement hormonal, la CTH, là où c'est disponible, c'est principalement en Amérique du Nord que la CTH continue d'être utilisée. Pour les raisons que j'ai avancées un peu plus. C'est excessivement cher et ça se donne en intramusculaire. On peut utiliser la tétracoxatine chez nous à la posolésie de 0,75 mg à 1 mg toutes les 48 heures pendant 2 semaines. Là également, c'est le même inconvénient, c'est donné en intramusculaire. Mais la tétracoxatine existe chez nous et peut être utilisée dans certaines situations. Le traitement de référence, parce que c'est plus facile, parce que c'est le traitement qui est en tout cas largement utilisé au monde, c'est les corticoïdes par voie orale, soit la prednisone ou la prednisone, à une posologie de 4 à 8 mg par kilo par jour.
période sur 2 semaines. C'est la loi du tout ou rien. Ça marche ou ça ne marche pas. Quand je dis 4 à 8 mg par kilo par jour, c'est vraiment une fourchette. C'est vraiment une fourchette. Mais très peu d'auteurs préconisent des doses aussi importantes que 8 mg par kilo par jour. On est plus prudent à Dakar. Ce que nous faisons à Dakar, on donne des doses moins importantes. 3 mg par kilo par jour. Si au bout de 2 semaines, ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on passe à 4 mg par kilo par jour. Mais on n'a pas l'habitude de dépasser les 4 mg par kilo par jour. Parce que vous savez que le traitement corticoïde, même si c'est un traitement de courte durée, ce n'est pas quelque chose de banal. Et les conditions d'exercice font que souvent, on n'a pas toujours la maîtrise des événements. Les patients qui viennent n'ont pas de médecin de famille avec qui, par exemple, le praticien peut dialoguer et faire le relais. Ce qui fait que l'usage des corticoïdes, même si c'est de courte durée, doit être fait avec une certaine circonscription et beaucoup de preuves. Mais, encore une fois, c'est le traitement de premier état. Ça marche ou ça ne marche pas. Ça marche ou ça ne marche pas. Nous, on a 3 mg par kilo, on revoit l'enfant au bout de 2 semaines. Et on fait systématiquement un EEG. Si les crises disparaissent ou s'améliorent, si le tracé se nettoie, on continue avec cette corticothérapie pendant au moins 2 mois avant de dégraisser. Si ça ne marche pas, on passe à un palier supérieur, 4 mg par kilo. Là également, on se donne un délai de 2 semaines, on vérifie les crises et l'hypsalie. Si ça disparaît, tant mieux, on continue pendant 2 mois. Ensuite, on essaie de dégraisser. Si ça ne marche pas, on change de registre. Vous voyez, par exemple, ça c'est le résumé, en tout cas, de certaines des publications les plus intéressantes qui ont été faites avec l'usage de la prednisone ou de la prednisolone. Vous voyez, dans la plupart des cas, les posologies varient entre 2 et 4 mg. Très peu d'études ont préconisé 8 mg par kilo. En tout état de cause, il est avéré que à une fourchette de 4 à 8 mg par kilo, on arrive à des résultats intéressants de 63 à 80% des cas, ce qui est similaire à ce qui est dit avec la CTH. Mais ouais, on arrive vraiment à des résultats très intéressants. Le vigabatrin peut être utilisé, en tout cas dans certains pays francophones, en France notamment et en Belgique francophone. Le vigabatrin est utilisé en première intention devant un certain dose. Même si à la mise sur le marché, son champ encore était beaucoup plus réduit, c'était surtout préconisé dans les cas de syndrome de West en rapport avec une sclérose tubereuse. Certaines équipes l'utilisent en première intention. Et il semble que les résultats soient intéressants, 35 à 75% de bonnes réponses. L'expérience que nous avons à Dakar, c'est que ce n'est pas terrible comme médicament et qu'on l'utilise rarement en première intention, sauf bien entendu quand les patients ont les moyens. Là, d'emblée, on associe une corticothérapie au vigabatrin, mais quand les patients ne sont, comme c'est le plus souvent le cas chez nous, ici chez nous, on ne prescrit pas en première intention. Il arrive parfois, parce que la corticothérapie a échoué, qu'on recourt à ça. Et il faut dire que les résultats tournent autour d'une réponse de 40%. Pour un prix qui est quand même très cher, l'équivalent de 60 000 francs à Dakar, 60 000 francs CFA, vous imaginez ce que cela va être pour les familles. L'un des risques majeurs avec l'usage de ce médicament, c'est le rétrécissement concentré du champ V. C'est vraiment la principale complication. Et si vous le prescrivez, surtout au long cours, chez un nourrisson, il faut avoir le réflexe d'avoir à côté de vous un ophtalmologue pédiatre qui puisse détecter et diagnostiquer à temps ou encore ces complications qui viennent. Mais il semble que c'est un bon médicament, même si, comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de pays, il n'est pas utilisé en première intention, mais
seconde intention, ou bien lorsque la sclérose tubereuse et l'étiologie du syndrome de West. Dans tous les autres cas, l'hormonothérapie est préconisée en première intention. La tendance actuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'associer les deux pour être efficace et incisif. Un malade qui vient pour le syndrome de West, je l'ai fait la dernière fois, ça fait 2 semaines, c'était le fils d'un comptable qui est venu me voir pour un syndrome de West manifeste. Je n'ai pas hésité. J'ai commencé à associer corticothérapie ou ovigabatrin. Au bout d'une semaine, moins d'une semaine même, l'espace avait disparu et l'ellipse a diminué. Donc, il faut savoir, c'est un peu la tendance actuelle, associer les corticoïdes en péros et il peut y arriver, comme c'est le cas chez nous, qu'on ne puisse prescrire les corticoïdes, qu'on ne puisse prescrire le vigabatrin. En ce moment, il y a ce que j'appelle la solution du pauvre, c'est-à-dire faire avec ce que nous avons. Le valproate de sodium associé à la benzodiazépine, mais à de fortes doses. Et quand je dis forte dose, c'est vraiment des posologies qui peuvent aller jusqu'à 100 mg par kilo par jour. Excusez-moi, il y a une machine qui se décharge là, je vais brancher. Donc, je disais tantôt qu'il peut y arriver qu'on n'ait pas le choix et qu'on soit obligé d'utiliser le valproate de sodium ou benzodiazépine à forte dose. Et quand je dis à forte dose, c'est des posologies minimales de 60 mg par kilo par jour. Et ça peut aller jusqu'à 100 mg. Certains même préconisent 200 mg par kilo. Cette étude assez vieille quand même, qui date de 1991, mais préconiser des doses de 200 mg par kilo. Ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est qu'en termes d'efficacité, il y a à peu près 30% de bons résultats. Mais les seuls cas d'aplasie médulaire que moi j'ai vu liés à des antibiotiques, c'est justement avec le valproate de sodium. C'est des enfants qui avaient un syndrome de West à qui on donnait jusqu'à 70 mg par kilo par jour. 2 enfants que j'ai connus personnellement par Dakar et qui ont fait des aplasies médulaires. Donc, extrême prudence. Et ce qui était assez intéressant dans ce genre de situation, c'est que lorsqu'on faisait les prélèvements sanguins, les dosages sanguins, les taux ne reflétaient pas ce qui était donné. C'est-à-dire, on nous disait toujours que, par exemple, c'était bas, ce qui fait que les médecins continuent à prescrire, à augmenter les doses. Et à 70 mg par kilo par jour, ces 2 enfants ont fait des aplasies médulaires. Avec les benzodiazépines, ça peut être intéressant, mais là également, c'est des doses importantes. On a un risque d'hypotonie majeure. Nous, quand on dit doses importantes, c'est vraiment les doses préconisées standards. Par exemple, c'est pour le diazépam, on donne 0,5 mg par kilo. Si c'est le clonazepam, on donne 0,1 mg par kilo. Même avec cette dose, il est courant que les parents viennent de dire l'enfant est devenu mou et passe ses journées à dormir tout le temps. Il ne servait même pas pour se manger. Donc, c'est un peu toute la délicatesse liée à l'usage de ce schéma thérapeutique, l'association de valproate de sodium et de benzodiazépine. Il y a un risque toxique, notamment hématologique, et un risque de sédation, notamment du fait de l'usage de tous les autres médicaments. J'ai dit mieux tous les autres, mais non pas
montrer une efficacité. Et ça va du topiramate à la pyridoxine, en passant par le zonizamide et le lévetiracetam. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de publications qui sont faites avec ces médicaments pour tenter un peu de les imposer comme traitement de choix, traitement possible du syndrome. Mais aucun de ces médicaments n'a apporté une quelconque efficacité. Par exemple, la pyridoxine a été en certain moment beaucoup utilisée au Japon, mais ça ne marche pas. La chirurgie, on peut y recourir, notamment quand les spasmes infantiles sont liés à une lésion très focale. Mais toute la difficulté chez les enfants pour identifier une lésion focale, c'est que chez le nourrisson, du fait de l'immaturité, du retard, que la myélisation n'est pas achevée, il peut être difficile de détecter certaines lésions, notamment des lésions de dysplasie. Donc, vous voyez, pour ce que cela intéresse, c'est des études sélectionnées avec les différentes modalités thérapeutiques, l'hormonothérapie, le vigabatrin et tous les autres traitements, et vous voyez les résultats et les effets indésirables liés à l'usage de ces médicaments. Donc, je n'insisterai pas particulièrement à ce sujet. Deuxième groupe intéressant, syndrome intéressant, ce qu'on appelle les épilepsies myocloniques du nourrisson. Là, schématiquement, on distingue deux types. Les épilepsies myocloniques bénignes. Pourquoi c'est bénin? Parce que souvent, ça n'apporte pas à conséquence. Et les épilepsies myocloniques sévères qui entraînent une dégradation cognitive et comportementale et sur lesquelles nous reviendrons. Tantôt, quand je parlais des convulsions fébriles, je disais que quand les convulsions fébriles se présentent en état de mal partiel, fébrile, il faut avoir la matrice du syndrome de Dravet. Parce que pendant longtemps, on le verra, la première manifestation du syndrome de Dravet, c'est les convulsions fébriles focales. Donc, pour revenir à l'épilepsie myoclonique bénigne, comme son nom l'indique, c'est relativement bénin. C'est un nourrisson entre 4 mois et 3 ans qui fait des myoclonies brèves, spontanées, provoquées, mais en tout cas qui a un examen strictement normal et dont le développement est normal. Dans la grande majorité des cas, si vous faites l'EEG, vous pouvez les répéter le plus souvent, l'EEG revient normal. Il peut y avoir quelques décharges généralisées de points-ondes qui ne durent pas et c'est souvent transitoire. Mais dans la grande majorité des cas, vraiment, ça n'apporte pas à conséquence et il n'y a pas de pertinence à instaurer un traitement parce que souvent les choses évoluent bien rapidement. L'enfant ne peut. Et si vous devez prescrire un médicament, limitez-vous à une monothérapie, en particulier le valproate de sodium. C'est tout à fait le contraire pour l'autre syndrome, l'autre épilepsie myoclonique. L'épilepsie myoclonique sévère, qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de Dravet. Très schématiquement, je dis bien très schématiquement, on peut résumer ce syndrome en 3 étapes essentielles. La première étape, c'est que pendant longtemps, les enfants, le nourrisson fait des convulsions fébriles. Et c'est des convulsions fébriles prolongées. C'était des états de mal convulsifs, le plus souvent focal. C'est un nourrisson qui revient, qui vient régulièrement à Albert Royer ou en tout cas dans un hôpital pédiatrique parce qu'il a fait des convulsions fébriles prolongées. On arrête ses crises, on l'hospitalise, on fait des investigations qui n'amènent souvent pas grand-chose. L'enfant est exalté au bout de 48 son douleur. Il revient quelques semaines après, quelques mois après, pour le même problème. C'est des convulsions fébriles répétées. Et la particularité de ces convulsions fébriles, c'est que c'est des convulsions fébriles qui sont prolongées, répétées de longue durée. Je pense que cela est extrêmement important. C'est pourquoi je disais tantôt que lorsque vous avez un nourrisson qui fait des convulsions fébriles prolongées, ayez la hantise d'un syndrome de Dravet. Ce n'est que bien plus tard, des mois après,
que les myoclonies apparaissent. Quand bien même on l'appelle épilepsie myoclonique, ces myoclonies n'apparaissent que tardivement, souvent après plusieurs mois d'évolution. Et l'apparition de ces myoclonies est concomitante d'une régression cognitive, comportementale et motrice. C'est des enfants qui jusque-là étaient normaux. Ils faisaient des convulsions fébriles, je l'ai dit. On les hospitalisait, au bout de 48 ou 72 on les soignait parce qu'on n'a rien trouvé. Mais c'était des enfants qui étaient bien, qui étaient normaux. Des mois après l'apparition des myoclonies, ces enfants qui étaient normaux vont commencer à se dégrader sur le plan intellectuel, sur le plan comportemental, sur le plan moteur. Et je vous montre cette vidéo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. La vidéo a été mal prise. Mais vous voyez, c'est un nourrisson qui fait vraiment des myoclonies généralisées et ratées. Est-ce que vous voyez la vidéo? Soumaïla, est-ce que vous voyez la vidéo? Allô? Soumaïla, est-ce que vous avez vu la vidéo? Apparemment, je n'ai pas de retour. Oui. Donc, merci. Là, c'est une petite fille, un nourrisson, qui a eu un développement initialement normal. Pas de problème particulier durant la grossesse ni au cours de l'accouchement. Elle a eu les acquisitions qu'elle devait avoir au moment où elle devait les avoir. Elle a marché autour de 10-11 mois. Et un peu plus tard, vers 16-18 mois, elle a commencé à faire des convulsions fébriles. Et c'était des convulsions fébriles vraiment qui se muaient en état de mal. C'est-à-dire, tant que l'enfant n'était pas amené à l'hôpital et qu'on l'injectait, ces crises ne cessaient pas. Mais après, elle était normale, elle rentrait chez elle. Ça s'est répété pendant plusieurs mois avant que n'apparaissent ces myoclonies que vous avez vues. Oui, professeur, la vidéo est bien visible. Hein? D'accord. C'est bien visible? Oui, oui. D'accord. Et vous voyez ces myoclonies incessantes. Et ces myoclonies ont été le point de départ d'une régression cognitive et comportementale. Cet enfant ne pouvait plus parler, avait un contact social pauvre, c'est-à-dire n'était même plus en mesure d'interagir avec ses parents et allait jusqu'à perdre la possibilité de s'asseoir. Donc c'est vraiment
un cas unique. Et l'autre particularité chez ces enfants qui font des convulsions fébriles répétées, et les convulsions fébriles qui durent, c'est que les EG sont longs. Répéter les EG, ça vous réveille régulièrement. Ce n'est que plus tard. EG va passer. Et enfin, dernier quoi que c'est souvent présence et la question c'est une épilepsie favorable. Alors on a avec ces nombres de traitement, que ce soit corticothérapie, que ce soit le vigabatrin, que ce soit même l'association Valproate de sodium benzodiazépine, ça pouvait marcher. Et quand ça marche, ça marche. Ce n'est pas le cas du syndrome de Dravet où vous avez une pharmacorésistance vraiment extrêmement sévère, quoi que vous fassiez. Et on sait aujourd'hui, dernier élément, que dans plus de 70% des cas, c'est lié à une mutation du canal sodique. Je pense qu'actuellement, on a un enfant qui est hospitalisé au service de neuropsychiatrie de l'hôpital Albert Royer, qui fait des convulsions fébriles et chez qui on a demandé de faire le dosage, la recherche de mutation au niveau du canal sodique, parce que c'est vraiment le principal lieu des mutations identifiées à ce niveau. Il y a d'autres gènes qui ont été identifiés, mais principalement, c'est au niveau du canal sodique et au niveau en particulier du SCN1A. Ce qui fait que, en tout cas, dans les pays industrialisés, lorsque un nourrisson vient avec des convulsions fébriles répétées, ils n'attendent pas la survenue des mutations. Toute convulsion fébrile répétée impose la recherche de mutation au niveau du canal sodique. C'est systématique, même avant la seconde. D'accord. Ça, je l'ai dit, il y a une pharmacorésistance. Le traitement qui est actuellement préconisé, c'est vraiment une trithérapie, valproate de sodium, benzodiazépine, mais aussi stilipentol, qui n'existe quasiment pas dans la plupart des pays africains. Mais c'est l'association aujourd'hui qui est préconisée, avec un résultat quand même relativement mitigé, parce qu'il n'y a pas d'arrêt des crises, ça diminue l'intensité et la fréquence de ces crises. D'autres médicaments peuvent être utilisés. En tout cas, chez ces patients, il faut utiliser toutes les molécules, sauf la carbamazépine, sauf le vigabatrin, sauf le trisacloxcarbamazépine, parce que ces médicaments ont tendance à aggraver la syndrome. En dehors de ces médicaments, vous pouvez tout essayer. En sachant que, par exemple, l'évolution se fait vraiment vers une persistance des crises, une dégradation cognitive sévère et un taux de mortalité élevé. C'est ça que je dis, le traitement standard, c'est vraiment le valproate de sodium global. Actuellement, il y a beaucoup de... il y a une AMM pour le cannabidiol dans le traitement du syndrome de l'Est, notamment dans les pays d'Amérique du Nord et en Europe occidentale. Mais ça reste encore très circonspect, il faut être extrêmement prudent par rapport à l'usage du cannabis. Il y a des molécules en développement sur lesquelles je n'insiste pas. Pour ça, je l'ai dit, première année de vie, c'est surtout les conditions fébriles répétées. La deuxième phase, c'est vraiment l'apparition du myoclonie qui est concomitante de la régression cognitive, comportementale et motrice chez les enfants qui étaient jusque-là normaux. Un autre syndrome épileptique relativement rare, c'est l'épilepsie avec crise partielle migraine. C'est encore beaucoup plus rare. Comme son nom l'indique, c'est des crises partielles motrices qui migrent, qui sont erratiques, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt brachiofaciales, tantôt hémicordiales. Bref, c'est des crises
focale ou multifocale très fréquente et qui résiste à tout. C'est généralement au début, dans les 3 premiers mois de vie, et l'apparition de ces chroniques, de ces crises focales migrantes, va s'accompagner d'un déclin cognitif, comportemental et moteur. Et quand vous faites le J, vous avez vraiment un tracé qui est souvent désorganisé avec de multiples foyers. Traitement extrêmement difficile, pharmacorésistance, et souvent c'est l'évolution vers un décès pour les enfants qui subsistent, c'est la déficience intellectuelle. Et pour cette épilepsie également, on connaît un certain nombre de gènes qui ont été identifiés, de mutations qui ont été identifiées au niveau principalement des canaux, des canaux sodiques, mais également des canaux potassiques. Donc, il faut savoir y penser et les chercher lorsque c'est possible. Tout ça, je pense que je l'ai déjà dit. Le traitement est vraiment décevant. Un autre syndrome qu'on voit plus souvent chez l'enfant, mais qui peut apparaître chez le nourrisson, qui apparaît même fréquemment chez le nourrisson, c'est le syndrome de 12. Qui se présente principalement par des crises atoniques. Vous voyez ce nourrisson, il ne peut même pas, il s'assoit, et lorsque la crise survient, il chute. S'il était debout, il va se retrouver à terre. C'est vraiment des crises atoniques répétées. Et c'est les enfants qui le plus souvent étaient normaux jusqu'à la survenue de ces crises atoniques. Ces crises vont se répéter plusieurs fois dans la journée. Vous voyez, il ne peut pas tenir sur place. Et malheureusement, c'est des crises extrêmement difficiles à arrêter. C'est des crises qui peuvent même être aggravées par certains antiépileptiques, en particulier la carbamazépine. Oui, c'est des crises vraiment très fortes. Ce nourrisson fait des crises atoniques. Donc, c'est un syndrome qui commence le plus souvent en 18 mois et 60 mois, donc on peut trouver en PLE. Et c'est des crises vraiment myochrono-atoniques, extrêmement sérieuses. Il peut y avoir d'autres types de crises associées, mais le type dominant vraiment, c'est les crises myochrono. Au départ, quand on fait l'EEG, on a un rythme de fond qui peut être normal ou qui monte en θ normal, avec des bouffées de polypointe ou de pointe généralisée en exécutif. Là également, le traitement de référence reste à comme molécule de base de valproate. Vous avez vu, peut-être qu'on n'y a pas suffisamment insisté, mais chez le nourrisson, quelles que soient les difficultés qu'on a par rapport à la médiatisation de certains effets négatifs des médicaments pédiatriques, le valproate de sodium reste encore le traitement de base de l'épilepsie. Dans les pays occidentaux, de plus en plus, le lévétiracétam est considéré comme un médicament passe-partout, principalement dans les crises d'épilepsie partielle focale de l'enfant. Mais il faut savoir que le valproate de sodium, en termes d'efficacité, n'a pas son équivalent dans la prise en charge des épilepsies. Donc, ce syndrome de 12 peut évoluer vers... Il y a schématiquement 2 modes évolutifs qu'on peut trouver. Certains de ces enfants, après une période relativement difficile où il y a beaucoup de crises myochrono-atoniques, sous traitement, c'est normal. Généralement, c'est le valproate de sodium. Ici, on a l'habitude d'utiliser une association valproate de sodium benzodiazépine à des doses standards et ça peut marcher, ça marche souvent chez certains enfants. Malheureusement, il y a un autre groupe de syndromes de 12 qui vont évoluer plus difficilement et aller vers un syndrome de l'insuffisance. Donc, vraiment, c'est remplacer le syndrome. Ça, c'est une autre vidéo. Ouais.
Oui, professeur, c'est bien visible. Hein. Qui faisait un syndrome de 12. Vous voyez, il a fait une crise atonique qui est brève et il a bien évolué. Tu vois, sous valproate de sodium associé à une pénicilline, il a parfaitement bien évolué. Si je reviens en arrière, vous voyez, la crise, elle est brève. Hein, il est en train de jouer. Vous voyez, il fait une crise atonique. Et ces crises se répètent plusieurs fois dans la journée. Mais ce garçon a bien évolué. Là, c'est un autre nourrisson, vous voyez, qui a initialement un bon développement psychomoteur et qui, autour de 20 mois, a commencé à faire des crises. Vous voyez son front, comment il est. Ce nourrisson, par exemple, je l'ai suivi pendant longtemps, après la seconde des équipes. Vous voyez là, il a un regard intelligent, parfaitement normal, mais après, il s'est tellement dégradé que sur le plan cognitif et comportemental, il est devenu, entre guillemets, invivable. Parce que, justement, c'est des crises très sévères, difficiles à arrêter. Un nourrisson, vous voyez également, syndrome de 12, développement initialement normal, pas d'anomalie particulière pendant la grossesse ni l'accouchement, développement initialement normal. Là également, après 1 an, 1 an et demi, il a commencé à faire des crises atoniques. Au point que, par exemple, sa maman a été obligée de s'arrêter de travailler, rien que pour s'occuper de lui, parce que ces crises sont violentes et entraînent des chutes et des traumatismes. Et à la longue, une dégradation cognitive et comportementale. Voilà quelques vidéos que je voudrais, que je vous ai montré, un peu pour illustrer ce syndrome, voilà, qui n'est pas rare, voilà, auquel il faut penser. Ça, c'est un autre enfant, vous voyez. Aucun problème à la naissance, un développement psychomoteur initialement normal, et il commence à faire des crises atoniques. Et à l'examen, vous voyez, sur le plan neurologique, quand on le voyait au départ, il était normal, mais vous voyez que sur le plan dermatologique, il avait ça, cette tache. Et quand on a fait l'imagerie, en fait, c'est un enfant qui faisait un syndrome de S, qui faisait une sclérose tubereuse de Purpurine. Il a bien évolué. Ouais. Contrairement à la hantise, en tout cas jusque-là, il a bien évolué. Contrairement à la hantise qu'on avait, parce que quand on a vu l'imagerie cérébrale avec plusieurs pubères, on se disait que l'évolution serait sévère. Mais jusqu'à présent, il va relativement bien. Oui, il fait des crises atoniques. Donc, il faisait un syndrome de 12 également. Le syndrome de pointe continue du sommeil, on le voit plus souvent chez les grands enfants. Mais il faut savoir que chez le nourrisson, ça peut survenir parce que ça peut être, c'est souvent l'évolution naturelle de certaines épilepsies. Et dans les cas où on a eu un syndrome de pointe continue du sommeil, il s'agissait le plus souvent de nourrissons qui ont commencé très précocement à faire des crises, souvent entre 2 ans et 3 ans. C'est des nourrissons qui faisaient des crises focales. Les premiers EEG étaient en forme d'une épilepsie à paroxysme centrotemporal. Mais il s'agissait d'une forme atypique parce que ces enfants, quand vous les endormez, les anomalies que l'on voyait à la veille diffusaient très rapidement et donnaient un état de pointe du sommeil. Donc, ça peut
arriver chez les nourrissons. Il faut y penser chaque fois que, parallèlement aux crises, l'enfant sur le plan cognitif et comportemental est dégradé. D'où la nécessité de systématiser, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, les EG de sommeil. On ne peut pas parler du nourrisson, de l'épilepsie du nourrisson, sans dire un mot sur des situations très fréquentes qui sont confondues avec l'épilepsie. Des enfants qui faisaient des crises non épileptiques avaient été mis malencontreusement et sont souvent mis malencontreusement sous traitement antiépileptique, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi je me suis permis de faire un peu une incursion sur des situations relativement fréquentes chez le nourrisson qui ne sont pas de l'épilepsie et qui sont malheureusement confondus avec l'épilepsie. C'est les spasmes du sanglot, c'est les myoclonies, c'est-à-dire accès tonique associé aux exceptionnellement, parce que c'est comme là, les syncopes cardiologiques. On n'y pense pas. Or, tout nourrisson qui amène une crise, il faut la fréquence de ces crises non épileptiques qui sont malheureusement encore une fois confondues avec les traitements. Ce n'est pas toujours évident. Et il faut prendre en compte le contexte clinique, c'est-à-dire le contexte psycho-affectif, les facteurs de survie et tout. Au moins le doute, référez à une personne censée être plus expérimentée que vous et n'hésitez pas à répéter les EG. Mais il faut éviter de sauter pieds joints et de caractériser, de prendre une épilepsie, crise épileptique, des manifestations qui ne sont pas. Les spasmes du sanglot, c'est vraiment très, très, très fréquent. C'est très fréquent. Beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Vous voyez, c'est un nourrisson qui est contrarié. Il pleure parce que, ou bien il a faim, parce qu'il a faim, parce que un des parents est absent, ou bien parce qu'il veut quelque chose, on lui refuse ça. Tu vois, il pleure, subitement il tombe, vous voyez, il se cambre, il a une attitude tonique, il pleure, vous voyez, il a une contraction tonique, et ça s'accompagne de pleurs. Après, il est plus calme. Ce n'est pas de l'épilepsie. Ce ne sont pas des crises épileptiques. Si j'ai tenu à le souligner et à montrer la vidéo, c'est parce que je sais qu'en pratique, c'est souvent confondu avec l'épilepsie. Et j'ai le souvenir d'un nourrisson qui venait de Saint-Louis. La maman était secrétaire médicale. Ce nourrisson faisait comme ça des crises chaque fois qu'il était contrarié, chaque fois qu'il était fâché, chaque fois qu'il était nerveux, entre guillemets, il finissait par tomber, se contracter comme cet enfant-là. Il y a une contraction tonique. Oui. Et ça s'accompagne, l'enfant pleure, continue de pleurer, jusqu'à ce qu'il soit calmé, etc. Ce n'est pas de l'épilepsie, mais c'est malheureusement souvent confondu. Vous voyez sa maman qui lui caresse, qui lui caresse la main pour le calmer. Il est calme. Il va se relever sans partir. Et chaque fois qu'il est contrarié, il peut faire ça. Ce n'est pas de l'épilepsie. Ce n'est pas de l'épilepsie. Donc la notion de contrariété est importante. Si les parents vous disent, oui, mon enfant fait des crises chaque fois qu'il est énervé, chaque fois qu'il pleure, ou bien
Chaque fois qu'on lui refuse quelque chose, attention, attention, ça peut être des spasmes. Je disais que j'ai le souvenir d'un nourrisson qui avait été, dont la maman était secrétaire médicale, qui faisait des spasmes du sanglot chaque fois qu'il était contaminé. Ce nourrisson a été vu par un pédiatre qui a demandé un EG. L'EG a été fait et lu par des personnes qui n'avaient pas compétence à le faire dans le privé et avait conclu à une souffrance cérébrale irritative du sujet parce que rien à l'eau. Le pédiatre a été 18 plus tard, il avait il a énorme d'approche et presque avec énorme difficulté au point de que ça soit convoqué et qu'on ait recommandé quand l'enfant est sous traitement et sous traitement oui, du l'âge de 1 an et demi, chaque fois qu'il était énervé, il faisait qu'il ait un médecin. Mais c'est justement ce traitement anti-épileptique qui ne devait pas être prescrit et qui l'a été, qui a été à l'origine des difficultés cognitives et comportementales de cet enfant. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Une deuxième situation qui peut être confondue avec l'épilepsie, c'est les myoclonies du sommeil. Vous connaissez tous les myoclonies. C'est les secousses musculaires brèves, comme chez cet enfant. Méfiez-vous, chaque fois que les parents viennent vous dire, docteur, mon enfant, quand il a sommeil, mais quand il dort, il a des secousses musculaires répétées, comme cet enfant. C'est souvent à l'endormissement et dans le sommeil que ces myoclonies apparaissent. Ce n'est pas de l'épilepsie. Ce n'est pas de l'épilepsie. Mais pour les rassurer, un œil de sommeil, de veille. Et vous verrez que l'enfant va mieux. Et il n'y aura pas de jeu. Mais mieux, ce n'est pas l'épilepsie. À mon souvenir, il y a des nourrissons qui faisait des myoclonies. C'était le troisième enfant de la fratrie. Les parents n'avaient pas connu ça avec les deux premiers. Donc, ils ont été inquiets, ils ont consulté, figurez-vous, chez un neurologue qui l'a mis sous valpoids de soya. L'enfant a continué à faire ses myoclonies. Ils sont retournés voir le neurologue qui a rajouté une benzodiazépine. Il a continué à faire ses myoclonies. Le neurologue a ajouté du notropine. Donc, quand l'enfant venait, il était sous valproate de sodium, benzodiazépine et notropine. Et ses myoclonies continuent. Et ça ne survenait que durant le sommeil et l'endormissement. Bon. Heureusement, après, puisque ça ne marchait pas, ils ont changé de médecin, ils sont allés voir chez un pédiatre qui les a référés secondairement en neurologie pédiatrique. Et c'est là où on a rassuré les parents, on a fait un EG de sommeil. Je pense que c'est Adiaso qui avait fait ça. Et puis, voilà, au finish, ça s'est bien passé. Cet enfant a arrêté le traitement. Donc, méfiez-vous de ça. Je pense que c'est la même. J'ai monté malencontreusement la même vidéo. Les trémulations. Là également, c'est une situation relativement fréquente en pédiatrie chez nous. C'est des mouvements rythmiques qui touchent les membres et le menton, qui épargnent la face, symétriques, très rapides.
avec une amplitude constante. Et ça survient au sommeil, où on sont provoqués par les stimuli tactiles ou processeurs. Quand l'enfant fait cette œuvre, vous le touchez, vous lui bloquez un membre, cette trémulation s'arrête. Et il n'y a pas. Et enfin, l'hyperplexia. Ce sont des sursauts inépuisables ou des spasmes toniques qui s'accompagnent d'une cyanose. Là également, en réponse à des stimuli inattendus qui peuvent être somesthésiques, auditifs ou visuels. Ils ont une hypertonie globale qui disparaît durant le sommeil. Et il y a une manœuvre qui consiste à fléchir la tête sur le tronc. Ça permet d'interrompre ces accétoses. Donc, si vous fléchissez la tête, ça. Je ne sais pas si j'ai pu monter la vidéo ou pas, mais je vais vous montrer. Je pense que je vois si j'ai monté la vidéo. Voilà, je pense que j'ai une vidéo de trémulation. Vous voyez cette trémulation. On les voit bien. Et ça s'accompagne d'un cri. L'enfant pleure. Alors que dans les crises, l'enfant ne pleure pas. C'est des trémulations. Ça, c'est un autre nourrisson. Je pense qu'il avait à peine 2 mois, un peu plus. Ce n'est pas de l'épilepsie. Si j'ai tenu à le souligner, c'est parce que c'est souvent confondu avec l'épilepsie. Et ce n'est pas de l'épilepsie. Ce n'est pas de l'épilepsie. Ça, je pense que en fait, j'ai confondu, j'ai pas pu monter la vidéo d'hyperplexia, ce qui fait que je m'excuse, vous ne verrez pas. Enfin, dernier diagnostic qui est quand même un cas exceptionnel, très rare, l'hémiplégie alternante de l'enfant. C'est souvent chez l'enfant que ça arrive, mais ça peut arriver chez le nourrisson. C'est des hémiplégies alternantes qui durent quelques minutes à quelques heures et qui sont liées à des mutations. Mais heureusement, c'est une situation exceptionnelle et je n'insiste pas là-dessus. En tout état, c'est pas un mode diapo. C'est bon maintenant. Voilà. Donc, c'est des situations rares sur lesquelles je n'insiste pas. Pour finir, je dirais encore une fois qu'il y a une trentaine de médicaments sur le marché. Ces médicaments sont tous efficaces à la condition qu'ils soient bien choisis par rapport au syndrome épileptique de l'enfant et du nourrisson en particulier. Je voudrais simplement dire, en référence à la réalité de nos
environnements de travail que le phénobarbital, le valproate de sodium, la carbamazépine sont les piliers de la prise en charge de l'épilepsie chez l'enfant et en particulier chez les nourrissons. Ailleurs, le lévétiracétam, qui est commercialisé à Dakar sous le nom de Keppra, est en train de faire son chemin. Il est prescrit en première intention dans les pays dits développés, que ce soit en Europe occidentale ou aux États, de plus en plus en première intention, particulièrement dans les épilepsies focales du nourrisson. C'est un médicament qui n'a pas d'AMM dans la plupart des pays africains, notamment en Afrique au sud du Sahel. Mais sachez que on n'a pas encore tout le recul nécessaire. Et que pour les épilepsies partielles, pour les épilepsies focales, on devrait dire, chez le nourrisson, la carbamazépine, le valproate de sodium et le phénobarbital ont une égale efficacité sur ces épilepsies. Le lévétiracétam au Keppra est venu renforcer cet arsenal thérapeutique. Mais encore une fois, ce n'est pas disponible, il n'y a pas d'AMM. Et à Dakar, le prix varie entre 37 000 francs pour un flacon de 150 ml à 90 000 francs pour un flacon de 300 ml. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà ce que je voulais dire pour conclure, en sachant que, par exemple, mon sujet aussi vaste comme les épilepsies neurologiques, on est obligé de faire des choix et de peut-être d'insister sur ce qui nous semble non pas le plus important, mais ce qui nous interpelle au quotidien en tant que praticien. Je reste à votre disposition à toute fin. Merci. Beaucoup, professeur, pour cette présentation, comme d'habitude, assez riche, instructive et didactique. Et nous avons recueilli un certain nombre de questions. Donc, la première question là est comme suit. Comment fait-on la différence entre les convulsions fébriles attribuées au paludisme et le neuropaludisme? Professeur, vous m'entendez? Oui, professeur, vous m'entendez? Convulsion Peut-être que les autres vous suivent. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, j'entends, oui, professeur, oui. D'accord. La question, professeur, vous l'avez entendue? Oui, je pense qu'il y a un problème technique, un petit souci technique avec le professeur que nous allons certainement retrouver tout de suite afin de répondre aux questions qui ont été posées. Professeur, je ne sais pas si vous nous suivez, mais votre micro n'est pas activé. Si vous nous entendez, veuillez activer votre micro. On ne vous entend pas.
Oui, professeur, vous m'entendez maintenant? Oui, je t'entends. Je pense que vous étiez déconnecté, c'est ça? Vous dites? Vous Est-ce que vous avez m'entendez? entendu Oui, on vous entend maintenant. Vous avez reçu la première question? Ou bien je répète? Oui, j'ai reçu la première question. La différence entre convulsion fébrile et convulsion et neuropaludisme. Exactement, oui. Oui, je disais que est-ce que vous voyez le diaporama? Non, non, les diapos ont disparu. Bon, je vais essayer La personne de... pose la question de savoir comment fait-on la différence entre les convulsions fébriles en rapport avec le paludisme et le neuropaludisme. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, oui, là on voit bien. Oui, je disais que par définition, dans les convulsions fébriles, il n'y a ni infection ni infestation du cerveau. C'est la fièvre qui est à l'origine de la convulsion sans qu'il y ait infection ou infestation du cerveau. Or, le neuropaludisme, c'est une infestation du cerveau. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui, oui, professeur. Un neuropaludisme, c'est une infestation du cerveau. Le cerveau est atteint. Il y a une séquestration des éléments globulés. Et c'est ça qui est à l'origine de la souffrance encéphalique et des signes qu'on voit, comment convulsion est quoi. Alors que dans un accès par le simple, il n'y a pas d'infestation du cerveau. Je ne sais pas si vous voyez la différence ou pas. Donc, ce qui fait qu'un accès fébrile simple entraîne une convulsion fébrile, parce que vous avez la fièvre, laquelle fièvre entraîne une convulsion, alors que dans le neuropaludisme, vous avez une atteinte du cerveau par l'infestation de paludisme. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ou pas. Je ne sais pas si on se comprend bien ou pas. Oui, professeur, bien sûr, c'est clair. Hein? Oui, je pense que c'est bien clair. La deuxième question, peut-on associer la corticothérapie et le valproate de sodium dans le syndrome de West, ou bien faut-il choisir l'un ou l'autre? Oui. J'ai dit qu'il y a schématiquement trois choix. La corticothérapie, le vigabatrin et le valproate de sodium. Nous, on le fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, la tendance, c'est d'aller vers une bithérapie. Le schéma qui est préconisé, en tout cas dans les conférences de consensus, c'est corticothérapie, vigabatrin, chaque fois c'est que c'est possible. Nous, par exemple, il nous arrive d'associer la corticothérapie au valproate de sodium. Et c'est ce qu'on fait. Je vous ai dit tantôt que ici à Dakar, qu'est-ce qu'on fait? Quand on reçoit un symptôme, on met une corticothérapie 3 mg par kilo. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au bout de 2 semaines, on monte à 4 mg par kilo. Ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que la corticothérapie est associée au valproate de sodium. Et lorsqu'on arrête la corticothérapie, on va continuer avec le valproate de sodium. Parce que généralement, on fait une corticothérapie quand ça marche jusqu'à 2 mois maximum. Et après, on arrête et l'enfant va continuer avec. Oui, on peut l'associer, on doit l'associer même chaque fois que c'est possible pour que le valproate de sodium prenne le relais de la corticothérapie. Oui, d'accord, professeur, merci bien. La même personne pose la question de savoir, au cas où l'association... Et là, je précise que, par exemple, quand on associe la corticothérapie au valproate de sodium, on ne va jamais au-delà de 30 mg par kilo. Voilà, donc je pense que vous avez répondu à la prochaine question, qui était de savoir exactement en cas d'association, faut-il diminuer la dose de valproate de sodium? Voilà, et une autre question, qui est, est-ce qu'en pratique, on doit faire toujours le diagnostic différentiel
de ces épilepsies avec les encéphalopathies métaboliques? Non, tous les troubles métaboliques peuvent être cause d'épilepsie. Là, on est dans le registre des causes. Je ne suis pas rentré dans le détail en parlant du syndrome de West. Je vous ai mis une liste non exhaustive des différentes causes possibles du syndrome de West. Et parmi ces causes possibles, il y a ce qu'on appelle les erreurs innées du métabolisme, c'est-à-dire les causes métaboliques qui peuvent être source de l'épilepsie. Voilà. Donc ça, c'est le diagnostic étiologique. Bien entendu, chaque fois que vous avez une quelconque épilepsie, quel que soit le type d'épilepsie, vous devez vous donner les moyens de chercher la cause sous-jacente. Si la cause sous-jacente est un trouble du métabolisme, vous ne pourrez pas guérir l'épilepsie si vous ne prenez pas en charge les troubles du métabolisme. J'ai peut-être j'ai omis de vous montrer une vidéo d'un nourrisson qui faisait des crises partielles motrices. Cette crise était liée à une anomalie génétique qui a entraîné une hypomagnésémie. C'est-à-dire qu'on a une hypomagnésémie primaire qui a entraîné une hypoparathyrédie qui elle-même a entraîné des convulsions. Donc, chez cet enfant, par exemple, il ne s'agit pas simplement de donner un traitement antiépileptique. Il fallait corriger le trouble métabolique à la base. Et le trouble métabolique à la base, c'est une hypomagnésémie. C'est un nourrisson qui nous a posé énormément de problèmes parce que il avait en fait l'anomalie génétique entraîné un trouble de l'absorption intestinale du magnésium. Ce qui fait que malgré les doses importantes qu'on donnait en péros, la magnésémie avait du mal à décoller. Je pense qu'au plus loin qu'on a été, c'était autour de 6 mg. Au plus loin qu'on a allé, malgré les doses importantes de magnésium. Et tant qu'on n'a pas corrigé l'hypomagnésémie, il était difficile de corriger l'hypoparathyrédie et donc les crises d'épilepsie. En vérité, le véritable traitement aurait été d'instaurer une pompe qui va directement relever le taux de magnésémie et par voie de conséquence corriger l'hypoparathyrédie secondaire. Chez cet enfant, par exemple, on a été obligé d'essayer de corriger directement la dysparathyrédie, l'hypomagnésémie. On n'a jamais pu corriger ça. Conséquence, c'est un enfant qui ne faisait plus de crise, mais qui avait un gros déficit cognitif global. D'accord, merci bien, professeur. Donc, c'était là les questions que nous avions recueillies tout à l'heure. Donc, le reste des interventions, ce sont surtout des remerciements pour l'éclaircissement, pour la clarté vraiment du cours. Nous vous remercions beaucoup, professeur, pour vraiment la disponibilité et le temps consacré à cet enseignement, comme d'habitude. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, mais bien avant, je voudrais aussi exhorter vraiment nos collègues et confrères en formation de vraiment profiter de votre expérience et sur le terrain là-bas, parce que nous, jusqu'à présent, les visites du lundi matin nous manquent beaucoup et aussi les consultations du mercredi. Je ne sais pas si ce sont les mêmes jours, mais on ne peut jamais les oublier. Alors, donc, chers collègues, chers confrères, profitez-en vraiment. Donc, professeur, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Non, et toutes nos excuses pour les problèmes techniques. Voilà. Non, ce n'est pas de votre faute. Je pense que ça, c'est des impairs avec lesquels on a l'habitude de vivre. Non, exactement. Vous remerciez vous tous, particulièrement Soumaïla, qui, je sais que le travail qu'il abat à travers le PREMAF n'est pas facile. Voilà, merci bien. Ouais, ce n'est pas facile. Mais comme disait l'autre, c'est cela le chemin. C'est cela le chemin. Difficile est le chemin. Difficile est le chemin. Difficile est le chemin. Je pense qu'il faut persister. Et vraiment, ça nous fait énormément plaisir. Particulièrement, moi, ça me fait pas plaisir. Et je ne doute pas que nous irons loin. Quand je dis nous, parce que je suis de cette aventure. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur.
Et merci à tous les participants et à une prochaine séance. Inch'Allah. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, professeur.